Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. Demander une augmentation de salaire, parler en public ou même, pourquoi pas, présenter une émission de télé. Toute cette situation demande de la confiance en soi. Une confiance en soi qui peut faire défaut et parfois constituer un véritable handicap social. Et oui, le manque de confiance en soi constitue d'ailleurs le premier motif de consultation chez le psy. Alors pourquoi certaines personnes en souffrent-elles plus que d'autres? Est-ce que la confiance en soi se travaille? Et si oui, comment? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Frédéric Fanget, bonjour. Bonjour Marina. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute et auteur de ce livre « Affirmez-vous pour mieux vivre avec les autres », c'est chez Odile Jacob. Et avec nous pour témoigner, Jean Thévenet. Bonjour Jean. Bonjour Marina. Donc vous avez souffert de manque de confiance en soi et vous vous êtes fait soigner, on va voir comment. Mais déjà, est-ce que vous étiez un enfant timide? Est-ce qu'à l'école, vous étiez timide? En fait, j'étais assez timide avec mes instituteurs ou mes professeurs. Mais avec mes autres enfants, c'était... C'est à peu près bien? À peu près bien. Pas Ouais. trop de problèmes, mais bon, je ne suis pas un grand extraverti. Mais c'était plus, en tout cas, les adultes qui vous intimidaient. Et après, plus tard, avec les patrons, les choses comme ça. Oui, alors justement, à partir de quel moment, quand on est enfant, on se débrouille un peu, à partir de quel moment c'est devenu handicapant? Pendant mes études, un peu, au niveau des présentations, des projets. Les thèses, ou quand vous aviez un concours à passer, un oral par exemple? Un oral, c'était terrible, le stress avant. C'est-à-dire combien de temps avant vous commenciez à... Pour ma thèse, 2-3 jours avant la soutenance, ça me prenait la tête, j'avais du mal à dormir. Et pourtant, vous vous êtes engagé dans des études dont vous saviez qu'elles allaient vous amener un jour à passer les thèses, de l'oral, etc. Vous auriez pu aussi vous dire non, c'est pas pour moi parce que j'y arriverai pas. Donc vous avez réussi à passer cet obstacle mental. Mais j'avais envie, donc je l'ai fait. Mais chaque fois qu'il y avait ces échéances-là, c'était assez stressant. Et après, pour la recherche de travail aussi, quand j'avais un entretien d'embauche, c'était compliqué. C'était compliqué. Et c'est essentiellement quand il y a un lien hiérarchique que ça vous posait un problème, quand c'était le lien hiérarchique, parce qu'avec mes collègues, je pense que j'en ai discuté avec eux là, suite à la formation et au fait que j'allais passer dans l'émission pour la confiance en soi. Avec eux, ça passe, mais c'est avec mes supérieurs hiérarchiques. D'ailleurs, c'est une de mes supérieures qui m'a conseillé la formation que j'ai suivie. En disant il y a un problème, parce qu'elle se rendait bien compte que j'avais pas la même... Quand on est une petite équipe, on est 10, elle voyait bien que je parlais pas de la même manière avec mes collègues, même quand c'était dans le cadre du travail, qu'avec elle ou avec mon... Alors on va reparler de ce que vous avez fait, parce que vous avez trouvé des solutions, sinon vous ne seriez pas là sur le plateau de télévision, hein, ça c'est sûr. Est-ce que, on parlait d'entretien d'embauche, aujourd'hui on se dit, alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi et qui se retrouve à un entretien d'embauche n'a strictement aucune chance de passer par rapport à ceux qui sont un peu plus grande gueule ou un peu plus sur deux. Ça va diminuer ses performances. D'ailleurs, je félicite Jean d'être venu parce que quand je fais des appels à témoins dans ma clientèle, les gens ont quand même très peur de venir face à une caméra. Donc bravo. Il fait partie de ce que j'appelle les combattants de l'anxiété. Hein, il y va, donc il passe les entretiens, il passe ses examens. On a des gens qui malheureusement sont plutôt ce que j'appelle les évitants. C'est-à-dire des gens pour qui l'angoisse est tellement forte qu'ils ne pourront pas y aller. Bon. Donc ceux-là, ils ne vont pas répondre à votre question. Et ceux-là, ils vont être freinés. On a des études qui montrent que les gens qui souffrent d'anxiété sociale, qui est le nom de la maladie d'une espèce de super timidité, si vous voulez, se marient moins à cause de la difficulté de contact avec l'autre, ont un niveau de professionnalisation inférieur à leur capacité, à cause de ça. Donc effectivement, ils vont perdre une partie de leurs compétences, d'où l'intérêt d'ailleurs, ce qui se fait heureusement de plus en plus, d'essayer de les attraper adolescents, au début de l'âge adulte, avant que les conséquences négatives du problème apparaissent. Justement, vous êtes mariée, oui. Sans vouloir du tout être indiscrète. Vous avez fait comment quand vous vouliez faire la cour à votre femme? Vous avez pris votre courage à quatre mains? Il a envoyé les copains. Non, j'ai pris mon courage à deux mains et ça a été difficile. Enfin, je l'ai invité au cinéma. Après, peut-être que c'est quelque chose qui m'a aidé dans notre relation, c'est qu'on faisait nos études
chacun à un coin de la France. Donc au début, ça a été par courrier et par SMS. Donc c'était plus facile, mais je mettais du temps à écrire les courriers. Hein. Alors, on ne va pas rentrer dans l'intimité parce que, comme dit Marina, et puis c'est pas mon genre. Mais finalement, c'est elle qui a fait un peu le premier pas ou c'est vous? C'est moi. Et en fait, sans rentrer dans le détail, on s'est rencontrés chez une de ses tantes qui était une amie de ma mère. Et en discussion, je l'avais trouvée mignonne avec des yeux bleus magnifiques. Et j'ai été avec un de mes cousins et quand on est parti, sa tante lui a parlé de mon cousin qui était un grand blond yeux bleus. Elle a dit j'ai préféré le grand yeux bleus. Et ça y est, ma mère après me l'a raconté en me disant machin, mais elle ne savait pas que elle m'avait tapé dans l'œil. Donc je me suis dit j'ai peut-être mes chances, donc j'ai essayé. Il y a peut-être une ouverture. Voilà, mais... D'accord. Il y a Frédéric qui nous demande d'où vient ce manque de confiance en soi. Alors juste pour rebondir quand même, voyez le courage de ces gens, hein, ils ont l'angoisse. Il y a une autre émotion très importante qui est la honte. Ils ont honte de se montrer aux autres. Donc, voyez la dose de courage. Encore une fois, je vous félicite. Et je remercie d'ailleurs dans le bouquin mes patients pour leur courage. C'est ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière, de ces gens qui affrontent quand même les choses au prix d'une angoisse terrible. Alors, d'où vient le manque de confiance en soi? Alors, on a un peu changé d'opinion par rapport à il y a quelques années. On a toujours des origines psychologiques avec des préjugés sur soi-même qui se forgent très tôt, avec des enfants qui sont parfois pas mis en confiance, encore qu'on est l'inverse maintenant aussi, avec des surestimes de soi. Mais ce qu'on a maintenant, c'est quand même un certain nombre de travaux, grâce à l'imagerie cérébrale, qui montrent, parce qu'on sait un petit peu où se trouve la confiance en soi, dans le lobe frontal ventromédian, en gros ça veut dire au-dessus des yeux, hein, pour le grand public, et on sait qu'il y a des corrélations, par exemple, entre le degré de confiance et la valeur qu'on donne aux choses. C'est-à-dire que les gens qui ont confiance en eux vont avoir des opinions plus tranchées que ceux qui manquent de confiance, qui vont hésiter, voyez. Donc on a incontestablement, il faut l'ajouter, pas qu'une cause psychologique qui est là, réelle, on a aussi des réseaux neuronaux maintenant qu'on commence de plus en plus à décrypter, qui sont impliqués. On va voir l'atelier. Juste, Jean, vous, parce qu'on cherche à savoir pourquoi on a ce qui peut être considéré par certains comme un handicap. Vous, c'est peut-être parce que vous idolâtriez votre grand frère quand vous étiez petit? Oui, quand j'ai fait l'entretien avec la journaliste, j'ai essayé parce que je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Et c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi et c'était un peu... Votre Dieu? Mon Dieu, oui. Il y a une anecdote que j'ai racontée, c'est quand j'avais des mauvaises notes, j'avais plus peur de ce que lui allait penser de moi que de me faire engueuler par mes parents. Et en quoi ça a pu influencer votre manque de confiance? Je sais pas, je pense que c'était que quand je faisais quelque chose, je devais toujours le mettre en comparaison avec ce que lui avait fait. Voilà. Et je devais me mettre et me dire, j'ai pas... Je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau. Michel, c'est ce qu'on appelle l'anxiété d'évaluation. Ces gens s'évaluent tout le temps par rapport aux autres. Au lieu de se faire confiance dans mes propres compétences, je vais toujours savoir si je suis à la hauteur par rapport aux autres. Et on avait une question sur le fait si une mère trop autoritaire qui ne se portait aucune contradiction, ça peut être à l'origine d'un manque de confiance en soi. Alors, on ne va pas dire que c'est la seule origine. Disons qu'on a des contextes éducatifs qui peuvent favoriser. C'est vrai, pas que ce style d'éducation-là. Aussi, j'ai des fratries entières où tous les gens sont timides. C'est-à-dire les parents sont timides, donc l'enfant apprend un modèle de timidité. Après, on a aussi des gens qui ont de l'anxiété sociale et qui n'ont pas de facteurs familiaux. Hein. Il faut parler de ce qu'on appelle les petits traumatismes de la cour d'école. Souvent, les problèmes de confiance en soi vont naître à l'école. J'ai vu, tiens, ça me fait penser à une personne que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui était parfaitement épanouie jusqu'à 7-8 ans, l'âge des premières relations sociales, et c'était une personne à haut potentiel. Elle a été repérée. Ça veut dire, comme on dit, surdouée, enfant précoce. Surdouée, précoce, si vous voulez. Et elle a été repérée comme différente des autres. Du coup, on s'est mis à se moquer d'elle. Elle est rentrée dans un circuit de manque de confiance en elle. Alors, ne pas oser s'adresser à ses supérieurs, rester dans son coin ou encore être bloqué face à un auditoire, ce sont des situations que peuvent vivre les grands timides. À Grenoble, Ludovic Lecordier, lui-même ancien timide, propose de trouver la confiance en soi nécessaire pour surmonter ces situations. Anaïs Plateau, Marc Lavastrou ont suivi un atelier. Je ne sais pas danser du ballet, mais je m'en fous. Lâcher prise, ne plus avoir peur du ridicule, s'assumer face à un public, c'est le but de cet atelier. Depuis 1 an, ces timides trouvent ici des outils pour améliorer leur confiance en eux dans la vie quotidienne.
J'étais très timide avant, je commence à avoir un peu plus confiance en moi. Il y a toujours beaucoup de travail, mais c'est bien mieux qu'avant. J'ai posé une chaise ici. Jusque-là, tout va bien. On va faire un exercice qui est difficile et engageant. C'est le fait de venir, de ne rien faire, d'assumer, d'être face à son public et de repartir. Regarder les gens dans les yeux et ne rien faire, une situation vécue tous les jours, mais aussi une source de malaise pour les personnes qui manquent de confiance. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver en avance à une réunion et puis il y a des gens qui ne se connaissent pas et puis tout le monde est gêné en fait. Il y a le côté zut, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, il y a juste à prendre le truc de on est ensemble, il ne se passe rien, mais on n'est pas obligé d'aller forcer quoi que ce soit. Juste, il faut arriver à lâcher là-dessus et se dire il ne se passe rien et c'est normal, quoi. On va faire un deuxième passage individuel comme ça. Cette fois-ci, j'aimerais tous, avant de passer, que vous preniez un moment pour réfléchir à quelque chose qui vous rend fier et de vous gonfler de ça. Grâce à cette astuce, les participants restent plus longtemps devant leur public et semblent moins mal à l'aise. En fait, on se sent peut-être plus légitime sur le fait d'être là devant tout le monde. On se met un peu en position de « je suis maître de quelque chose ». On rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les ancrages émotionnels. Là, par exemple, je pense que la sensation de fierté, de penser à un truc qui rend fier, c'est particulièrement utile dans les moments où on est, je pense, à un rendez-vous avec un client, de montrer aussi qu'on est là et d'amener une certaine posture, quoi. Les jeux de rôle s'enchaînent. En se reposant sur une dynamique de groupe ou seul face à un auditoire, l'idée est de se confronter aux réactions des autres, pas toujours bienveillantes. Dans cet exercice, par exemple, Christina doit jouer le rôle d'une directrice de centrale nucléaire. Elle va devoir se justifier après un accident. Ça va. J'avais peur que tu me dises style le porte-parole de Donald Trump ou un truc comme ça. Non, c'est bon. Américaine, elle souhaite trouver plus d'assurance en français grâce à ses ateliers. C'est simplement en fait de se sentir à l'aise avec la façon dont on parle, de savoir si on fait des erreurs, c'est pas la fin du monde. Et là, surtout dans les exercices d'improvisation, en fait, de devoir réfléchir rapidement dans une autre langue et de produire quelque chose qui est compréhensible et qui suit un peu le fil de l'histoire qu'on construit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est enfin temps de démanteler les centrales nucléaires? On n'est pas maître de toutes les choses qui peuvent arriver et malheureusement, c'est un peu le cas aujourd'hui. Mais nous travaillons justement pour éviter une nouvelle fois une catastrophe nucléaire. J'ai volontairement pris un exercice exigeant là-dessus pour se dire « Ok, je suis dans une situation qui n'est pas simple, je dois défendre des trucs auxquels je ne crois pas forcément. » Si vous êtes capable de le faire dans un cadre justement qui est beaucoup plus complexe comme celui-là, dans la vie de tous les jours, c'est justement beaucoup plus simple. Souvenez-vous de ce qu'on fait dans ces moments-là. Dans toutes les situations que vous pouvez avoir dans vos boulots, réfléchissez à comment reconnecter à ce qu'on fait en atelier. Une quinzaine d'ateliers répartis sur un an permettent aux participants de trouver de l'assurance. Une formation à 450 € qui peut être prise en charge par votre entreprise. Vous avez fait ces stages. Oui. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Bien. Les premières séances, on fait beaucoup d'exercices pour lâcher prise, pour créer une dynamique de groupe, pour voir après qu'on ne va pas être jugé par les autres, pour ensuite faire les exercices plus engageants, comme explique Ludovic, où on doit parler... On met des mises en situation. Donc, les premiers exercices de lâcher prise font du bien pour se lâcher puis oublier. Et d'être avec d'autres personnes comme vous, c'est intéressant parce que effectivement, vous n'êtes pas tout seul comme ça. Oui. Est-ce que la dépression peut mener à un manque de confiance en soi, demande Anne. Et puis je vais vous retourner la question, la mettre à l'envers. Est-ce que le manque de confiance en soi peut entraîner une dépression? Alors vous avez bien raison de la retourner parce que c'est beaucoup plus souvent ça. Et d'ailleurs, moi, je suis venu à ce thème comme ça. Au départ, j'étais un spécialiste de dépression résistante. Ça veut dire des dépressions qu'on n'arrivait pas à soigner avec les traitements médicamenteux ni psychothérapie classique. Et c'est à travers ces patients-là que je me suis intéressé à leur enfance, leur adolescence, et que j'ai retrouvé de l'anxiété sociale dans l'enfance. Et il y a dans l'anxiété sociale 75% de complications dépressives. En termes clairs, on est timide. Tous les timides ne deviennent pas anxieux social, mais je l'ai dit tout à l'heure, quand ils ont des échecs à l'adolescence, professionnelle, personnelle, ils vont le devenir. Et à 40 ans, ils vont faire des complications dépressives. Ou se mettre à prendre de l'alcool pour se désinhiber, ou abuser de toxiques. Vous parliez tout à l'heure de toxicomanie. C'est une question qu'on a, mais qui est tournée autrement de ce qui dit de Sophie. La consommation de cannabis ou de cocaïne peut-elle entraîner un manque de confiance en soi? C'est plus qu'elle est accompagnée, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Je pense que c'est plutôt dans l'autre sens, là aussi.
Encore que, pour reprendre le sens dépression, entraîne, manque de confiance en soi, par exemple dans les burn-out professionnels, quand les gens ont été surmenés ou maltraités, on peut effectivement perdre confiance. 9 fois sur 10, la confiance en soi n'a pas été construite depuis l'enfance et l'adolescence. 1 fois sur 10, elle survient après un traumatisme. Par exemple, les femmes violées peuvent perdre confiance en elles sur le plan sexuel. C'est facile à comprendre. Tout traumatisme, par exemple, même si on se fait couper un bras, j'ai un menuisier qui s'est fait couper un bras parce qu'il a voulu sauver quelqu'un sur l'autoroute, vous savez, les sauveurs, là, il s'est arrêté, il y a eu un accident devant lui, il a complètement perdu confiance en lui. Donc il y a des événements de vie qui vont nous faire perdre confiance alors qu'on avait construit notre confiance. Mais ça, c'est à peu près 1 sur 10. Est-ce qu'un jour, vous avez été tenté, ou vous l'avez fait, de boire un petit coup de plus pour faire passer cette timidité parce que vous étiez confronté à une situation? Non. Non, jamais. Quand je bois un peu trop, je suis malade avant d'être désinhibé. C'est pas la solution. Et une petite coupe de bulle de champagne. Parce que vous savez que la bulle du champagne, l'intérêt, c'est que ça monte au cerveau. Et c'est pour ça que ça soulage l'anxiété plus vite qu'une boisson sans bulle. Parce que si la bulle monte au cerveau, ça fait une embolie gazeuse et on n'est pas bien. Donc, disons que ça transporte plus vite, la bulle transporte plus vite la molécule d'alcool. C'est pour ça qu'on met des boissons à bulles dans les soirées, parce que beaucoup de gens sont quand même stressés dans des soirées. Et vous, le champagne, ça vous fait rien? Mais juste une. Juste une coupe. Non, mais effectivement, si vous êtes malade, ça peut que augmenter votre manque de confiance en vous. On regarde un atelier impro, Michel? Oui, s'il y a bien un moment où les gens se lancent sans avoir peur du regard des autres, eh bien c'est lors de séances d'improvisation, parce qu'ici la spontanéité est au centre du jeu et le regard des autres devient secondaire. Les situations peuvent devenir surréalistes, mais chacun y trouve sa place. Anaïs Plateau, Marc Lavastrou, Antoine Goubin ont assisté aux répétitions de la Ligue d'improvisation de Paris. Robert, pose le rouleau à pâtisserie. Je te jure que c'est pas de ma faute. Oh si, c'est toi qui as mis la tarte aux abricots dans le four 20 minutes trop tôt. Quelques secondes de réflexion sans aucune concertation. Et pourtant, une histoire se construit sous les yeux des autres improvisateurs. Papy, mamie. Oh, c'est toi qui l'avais laissé dans le placard en dessous du four. Non, là, je suis dans le four, là. Ici, chacun peut rajouter sa pierre à l'édifice selon sa personnalité. Moi, je suis plutôt fond de cours, à essayer de trouver le truc qui va faire tourner l'histoire, ou qui va faire marrer, ou qui va... je suis plus un observateur que quelqu'un qui va se lancer directement pour construire. J'aurais dû effacer son numéro. Même si elle a l'habitude de fouler les planches pour des comédies musicales, dans la vie, Marie ne s'est pas toujours sentie à l'aise en présence d'inconnus. Les séances hebdomadaires d'improvisation lui ont permis de surmonter sa timidité. Je me rends compte que j'ai moins peur d'aller vers les autres, que si par exemple je suis invitée à une soirée et que je connais personne, bah c'est pas grave en fait. Maintenant ça m'a aidé à être plus ouverte, on va dire, à avoir moins peur de parler à des gens que je connais pas. Il est trop tard pour les explications, Johnny. J'ai oublié mes flingues. Des comédiens timides ou extravertis se côtoient au fil des histoires et chacun finit par trouver sa place. Et ce qui est beau aussi dans l'impro, pour moi, c'est que même les personnalités qui ne sont pas du tout timides, les grandes gueules, etc., vont apprendre petit à petit à se taire, à se canaliser pour laisser parler ceux qui d'habitude ne parlent pas. Et bien souvent, les timides sont des personnes qui observent 1 milliard de choses, se taisent depuis des années et des années, mais observent. Du coup, ils vont avoir un esprit qui est encore plus fin, qui est plus percutant et qui est à chaque fois, dès qu'ils s'expriment, c'est des grosses claques. Toutes les situations deviennent possibles au sein du groupe. Pour Nausicaa, chaque séance est aussi l'occasion de renforcer son estime de soi. C'est un moyen, je trouve, l'improvisation, déjà de s'autoriser à faire des propositions qui vont être valorisées par l'autre ou par le groupe. Donc du coup, ça aide à se sentir plus confiant. On apprend dans le regard de l'autre à savoir qui on est, quelles sont nos limites, ce qu'on est capable de donner, ce qu'on est capable d'apporter, ce qu'on est capable de recevoir. Donc ouais. Je pense que la Ligue d'impro, elle apporte beaucoup de choses dans la compréhension de soi-même, dans la compréhension des autres. Lundi dans la baignoire, se shampouiner les cheveux et l'ampoule est grillée. Pas grave, je vais la changer, même si j'ai les mains mouillées. On apprend à prendre un perso et aller franchement et se dire au pire qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien quoi. Ouvert aux introvertis comme aux grandes gueules, il ne faut donc pas de prérequis pour intégrer une troupe d'improvisation théâtrale.
Sachez que les recrutements de la saison 2017-2018 sont terminés à la Ligue d'improvisation de Paris, mais qu'il existe près de 300 troupes d'improvisation théâtrale en Île-de-France. On nous demande comment différencier la confiance en soi de l'estime de soi. Question importante. La confiance en soi, c'est ce que je fais. L'estime de soi, c'est ce que je suis. C'est important parce que les gens qui manquent de confiance en eux relient les deux. C'est-à-dire, je suis une bonne personne si je fais des choses bien. On est nombreux d'ailleurs à penser comme ça, à vouloir faire des choses bien pour se dire on est une bonne personne. Ça veut dire qu'on est conditionné à nos réussites pour nous aimer, pour s'aimer soi-même. C'est ce que j'appelle l'addiction à la performance. Alors qu'en fait, il faut garder une valeur personnelle, ce qu'on appelle l'estime de soi inconditionnelle, même lorsqu'on en échoue. Quand on échoue un travail, quand on échoue une relation, etc. Donc la question est importante. Et l'affirmation de soi, c'est un troisième concept, c'est ma capacité relationnelle avec les autres. D'accord. Je rougis très facilement quand on me regarde. Aller voir un professionnel pourrait-il m'aider, Marie? Oui, bien sûr. Après, on va regarder si ce rougissement est lié à un certain nombre de ce qu'on appelle des cognitions, en fait, des pensées négatives sur elle-même. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle se dit quand on la regarde et qu'elle rougit. C'est souvent comme ça qu'on va traiter. Alors, les exercices qu'on a vus tout à l'heure, qu'on appelle des exercices d'exposition à l'observation dans une forme clinique de l'anxiété sociale, qui est d'observation. Bon, les gens tout seuls devant le groupe, ça va si on n'est pas trop anxieux. Moi, les grands anxieux que j'ai, je ne commence pas par ça. Mais on s'inspire tout à fait de ce type de méthode. On travaille en groupe parce qu'effectivement, ça permet aux gens, donc on l'apprendrait bien en groupe, avec d'autres qui rougissent. Et puis, on va lui montrer que le rougissement, ce n'est pas uniquement un signe de faiblesse, etc. Je vais lui mettre le radiateur à fond et 4 pulls pour lui montrer qu'on peut rougir parce qu'on a chaud, tout simplement. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'ils pensent qu'on les voit faibles quand ils rougissent. Corinne demande comment on peut retrouver la confiance en soi quand on subit depuis longtemps des violences familiales. Alors, il faut apprendre à s'affirmer, à se défendre, à se protéger. Les deux grandes techniques de protection de soi-même, c'est apprendre à dire non et apprendre à répondre aux critiques. Et on a des outils maintenant très concrets en thérapie comportementale pour apprendre ça aux gens. Et on peut lui conseiller que ça. Une fois que vous avez fait cette formation, qui vous avait été conseillée par un supérieur hiérarchique, que vous êtes revenu au boulot, est-ce que ça a changé votre façon de travailler, votre approche de votre supérieur hiérarchique, de vos relations avec les collaborateurs? La relation avec mes supérieurs, oui, ça va mieux. Je leur ai demandé, ils m'ont confirmé. Après, je me posais la question, même moi, parce que j'avais l'impression que ça allait mieux, mais ils ont vu du changement. Et il y a des petits... J'utilise les techniques que j'ai vues à la formation. Quand des fois, je sens que j'ai une tendance à me mettre à parler très vite quand je stresse. Je m'arrête 2 secondes, respire, et puis je reprends. Ça évite de dire n'importe quoi ou de m'emballer. Donc ça va mieux. Oui, et puis pour les coups de téléphone aussi avec les fournisseurs, où j'avais du mal à m'affirmer justement, à demander des choses. Je me sentais... Et le fait de venir ici sur ce plateau, quand même, on est en direct, enfin, je ne vais pas vous mettre la pression, mais il y a quand même 1 million de personnes qui vous regardent, monsieur. 1 million de personnes, c'est beaucoup. Heureusement que vous l'avez dit maintenant, Michel. Non, mais vous êtes moins stressé maintenant qu'au début de l'émission. Comment vous avez géré ça, ce stress? Je suis moins stressé maintenant qu'au début, que quand j'attendais là-haut. Et ça fait 2-3 jours où ça monte et vous y pensiez. Je vais aller en direct. Puis bon, j'étais à un mariage ce week-end dans la famille, donc j'en ai parlé et tout. Donc je me dis aussi qu'il y a plein de gens de ma famille, des copains qui me regardent, donc il ne faut pas que j'y pense. Très bien, en tout cas, merci. C'est important de noter que le problème est avant. Que les gens osent faire les choses, ils seront mieux après. Merci Bravo, beaucoup en tout cas. Merci. Demain, dans le docteur, on verra comment bien manger quand on souffre d'une insuffisance rénale. Un appel à témoins. Oui, vous êtes alcoolodépendant et vous avez pris du baclofène. Ce traitement a entraîné des effets secondaires importants, voire dangereux, et vous a contraint à l'abandonner. Votre témoignage nous serait précieux. Votre anonymat, bien sûr, peut être préservé. 01 58 88 85 21. Passez une très bonne après-midi. On vous retrouve demain. À demain.